Bien. Messieurs les ambassadeurs, puisque Son Excellence son honneur est là et nous avons également l'honneur d'avoir Monsieur Hervé Magran, ambassadeur de France en Turquie, qui est avec nous. Donc, messieurs les ambassadeurs, Monsieur le député Bernard Guetta, cher Didier, merci d'être avec nous. Au nom du comité France-Turquie, nous saluons également messieurs les députés, monsieur le sénateur qui sont avec nous ce soir. Avant de passer la parole à Didier, sur le déroulement de la conférence, je voulais simplement dire que les questions se feront par voie du chat, du bouton de discussion, et puis seront relayées aux intervenants par notre vice-présidente Françoise Damenon à l'issue des interventions. Donc, je vais passer la parole à Didier Billon qui va à son tour présenter nos intervenants, mais je vais peut-être moi-même à mon tour présenter Didier Billon. Même si vous le connaissez tous, Didier Billon est géopolitologue, il est directeur adjoint de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Il a publié beaucoup d'ouvrages très intéressants, très éclaircissants sur la Turquie, dont le dernier qui est La Turquie, un partenaire incontournable. Didier avait été notre intervenant sur une précédente visioconférence sur Canal Istanbul. Et Didier a également été élu membre du conseil d'administration du comité France-Turquie en décembre dernier. Voilà. Didier, à toi. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Chers amis, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc, nous avons ce soir décidé d'aborder le thème sur les relations entre la France et la Turquie dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Non seulement pour procéder à un point de situation qui est utile et probablement nécessaire, mais aussi pour tenter de mieux comprendre ce que je considère moi comme ce double paradoxe qui renvoie d'une part aux relations entre la Turquie et l'Union européenne et d'autre part aux relations entre la France et la Turquie. Certes, ces deux niveaux sont consubstantiellement liés, mais je crois non réductibles les unes aux autres. Alors, je vais disposer d'un temps très court, donc je ne vais pas abuser de mon temps de parole, mais j'aimerais quand même, et on en a décidé ainsi au comité France-Turquie, pour mieux cerner le débat, rappeler quelques points et quelques faits qui sont nécessaires, parce que quand on aborde la relation entre la Turquie et l'Union européenne, je m'aperçois que, évidemment, certains connaissent sur le bout des doigts le déroulé, les principaux éléments ou événements, mais que pour d'autres, c'est peut-être moins clair. Donc, je me permets de faire un tout petit rappel qui sera bien loin d'être exhaustif, bien sûr. Donc, pour mémoire, ouverture des pourparlers d'adhésion en 2005. Pour parler d'adhésion, ça veut dire concrètement qu'il y a environ 90 000 pages de ce qu'on appelle l'acquis communautaire qui doit être discuté, négocié, puis intégré dans le droit national des pays candidats. Cela se décline par 35 chapitres qui doivent être ouverts, négociés, puis une fois les accords atteints, refermés. Or, sur les 35 chapitres, c'est la règle pour tous les États candidats, alors que ces pourparlers ont donc commencé en 2005, 16 seulement ont été ouverts, dont le dernier en 2016, donc ce n'est pas hier. 8 de ces chapitres sont bloqués par la Commission européenne et 6 d'entre eux sont aussi bloqués par le gouvernement chypriote grec. Et sur ces 35 chapitres, 16 ouverts, un seul a été refermé, celui qui concerne la science et la recherche. Il faut souligner que le fait que, par exemple, un pays comme la Croatie, qui a entamé ses pourparlers d'adhésion au même moment que la Turquie, ait pu être intégré à l'Union européenne en 2013, induit chez les citoyens turcs, ou nombre d'entre eux, une sorte de sentiment d'amertume à cause d'un double standard dont ils s'estiment victimes. Alors, à tort ou à raison, mais c'est souvent perçu par une bonne partie des citoyens turcs. Et pourtant, en dépit de ces difficultés, l'Union européenne, j'ai
je prends souvent la peine de le rappeler, demeure le premier partenaire commercial de la Turquie. La Turquie est le 5e partenaire commercial de l'Union européenne et à la louche, j'arrondis les chiffres, 75% des investissements directs étrangers en Turquie proviennent de capitaux européens. Et pourtant, par ailleurs, je me réfère aussi assez fréquemment à une étude qui est parue il y a bientôt 3 ans, qui a été menée par 2 fondations turques, et ce n'est pas un sondage d'opinion, c'est une étude qui a été menée avec toutes les garanties méthodologiques, qui indiquait que 60% des citoyens turcs qui avaient accepté des entretiens pour les besoins de la dite étude étaient favorables, toujours favorables à la perspective de l'entrée dans l'Union européenne, alors que 35% étaient contre et que 5% ne se prononçaient pas. Et ce qui est intéressant, encore plus intéressant, c'est que dans cette étude, 77% des citoyens qui avaient été entretenus considéreraient que la perspective peut-être souhaitable d'entrer dans l'Union européenne ne pourrait jamais se réaliser. Donc il y a une sorte de schizophrénie entre les 60% qui restent favorables à cette perspective et 77% qui considèrent que ça ne sera pas possible. Donc, on le voit aisément, et je n'irai pas plus loin dans ces exemples, qu'à l'énoncé de ces quelques éléments, eh bien, les contradictions sont vives. Il ne faut pas les sous-estimer. Nous sommes aujourd'hui, je crois, mais c'est à discuter, dans une situation où le processus de pourparlers est gelé. Mais il est gelé de facto, il n'est pas gelé de jure. Et c'est très important parce que, notamment au Parlement européen, mais Bernard nous en parlera sûrement plus savamment que moi, il y a un certain nombre de groupes politiques qui seraient pour le gel des jurés, c'est-à-dire arrêter purement et simplement tout processus de négociation, de discussion. Évidemment, au sein du Parlement européen et d'autres instances européennes, ceux ou celles qui sont plutôt en faveur de l'arrêt de toute négociation s'appuient sur la dégradation préoccupante de l'état de droit en Turquie, de la situation des droits démocratiques. En tout cas, ils avancent ces arguments pour considérer qu'on ne peut plus discuter réellement avec la Turquie. Et du côté turc, eh bien, en dépit des chiffres que j'ai fournis précédemment, il est clair que le grand enthousiasme pro-européen qui s'était manifesté il y a une quinzaine d'années n'est plus désormais à l'ordre du jour et qu'il y a un réel désarroi. C'est donc sur cet arrière-fond que se greffe la question de la relation bilatérale. Et là aussi, il y a difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Je considère, pour aller vite, là aussi, et vous me le pardonnerez, que depuis la présidence Sarkozy, ou plutôt la candidature de Nicolas Sarkozy, nous sommes dans une situation bilatérale difficile, puisque vous vous souvenez que le candidat Sarkozy, puis le président, une fois élu, s'était prononcé clairement, d'ailleurs conjointement avec Angela Merkel dès l'époque, pour un partenariat privilégié. Cela, c'était en 2007. Et là aussi, il y a une sorte de situation pour le moins paradoxale. Les négociations dans la perspective de l'adhésion avaient débuté en 2005 et en 2007, dès 2007, 2 dirigeants européens et pas des moindres, M. Sarkozy, Mme Merkel, se prononcent pour un partenariat privilégié, ce qui est pour le moins contradictoire. Ce qui est aussi problématique de mon point de vue, c'est que depuis lors, le dossier de la Turquie, si je puis dire ainsi, en France, a souvent été décliné au nom de raisons de politique intérieure. C'est la plus mauvaise des méthodes qu'on puisse imaginer. Parce que je puis comprendre que certains soient très favorables à une perspective à terme d'adhésion, d'autres radicalement contre. C'est le libre débat démocratique. Mais que ce soit l'enjeu de petites, comment dirais-je, manœuvres politiciennes, ce n'est pas au niveau du débat responsable qui devrait être mené, même si dans des conditions difficiles, avec la Turquie. Alors, c'est dans ce cadre aussi que sur un fond de ce que je considère d'islamophobie en France, une islamophobie qui me préoccupe beaucoup, le dossier turc est souvent aussi abordé, ce qui est aussi, à mon avis, une erreur de méthode. Alors, c'est dans ce contexte un peu tendu que l'année 2020 a été l'année de toutes les tensions entre nos deux pays, puisque les sujets de contentieux, les différends se sont multipliés,
pour mémoire sur le dossier syrien, à propos de la question kurde, à propos de la Libye, bien évidemment, à propos de la Méditerranée orientale, à propos du Haut-Karabakh à la fin de l'année 2020. Donc, c'était une année pour le moins préoccupante, très tendue entre les deux pays. Depuis lors, il est vrai qu'il y a une relative détente. Pour ma part, je le constate, il y a un fait, les tensions sont beaucoup moindres, mais dans les relations entre États, j'aime à répéter souvent qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. Or, pour l'instant, les preuves tardent un petit peu à venir. Bien sûr, nous rappelons tous le débat par visio entre les deux présidents, Macron et Erdogan, ce qui était très positif, mais pour autant, il n'en est quand même pas senti énormément de choses. Et vous imaginez bien que dans le contexte électoral français pour la présidentielle, eh bien, à nouveau, la Turquie est instrumentalisée. J'en veux pour preuve que pour deux des candidats à la présidentielle et non des moindres, M. Zemmour, Mme Pécresse, ils n'ont pas eu meilleure idée que d'effectuer leur premier voyage en tant que candidat en Arménie, que Mme Pécresse, par ailleurs, s'est rendue en Grèce. Le message est assez clair à l'égard ou à l'encontre de la Turquie. Et puis, pour leur part, des candidats comme M. Mélenchon ou M. Jadot ne sont guère plus tendres pour des raisons bien sûr différentes à l'encontre de la Turquie. Quant à Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, mais enfin, de ce point de vue, le suspense n'est quand même pas tout à fait haletant. Nous attendons simplement la date à laquelle il va se déclarer. Eh bien, ses responsabilités actuelles rendent compliquée la relation à la Turquie, d'autant qu'on en discutait juste avant le début de cette conférence débat, et il y a beaucoup de préoccupations sur un autre terrain de tension encore plus grave, nettement plus grave, entre la Russie et l'Ukraine, et que l'on peut aisément comprendre que le président français, par ailleurs président du Conseil de l'Union européenne actuellement, concentre son énergie diplomatique pour tenter d'apporter sa pierre positive à la résolution de ces tensions. Ça, je peux le comprendre, mais la question est alors, quelle sera la place, c'est un peu le sujet de ce soir, du dossier Turquie dans le cours de cette présidence du Conseil de l'Union européenne par un président français. En d'autres termes, peut-on imaginer, peut-on espérer que des initiatives soient prises visant à débloquer la situation que j'évoquais très très rapidement? Si oui, quel dossier pourrait illustrer cette nécessaire refondation politique dans la relation entre la France et la Turquie et avec l'Union européenne, bien évidemment? Alors, on peut imaginer un certain nombre de dossiers d'ordre économique. Par exemple, c'est la question de l'actualisation de l'acte d'union douanière. C'est bien évidemment la question des réfugiés qui n'est en réalité pas réglée. C'est la question afférente aux problématiques énergétiques. Enfin, j'en passe, je ne vais pas faire un catalogue. Nos intervenants préciseront probablement ces points. Alors justement, pour répondre à ces questions, et je terminerai par là, je voudrais véritablement, et au nom du comité France-Turquie, chaleureusement remercier Ali Onaner et Bernard Guetta de nous faire l'amitié d'avoir bien voulu accepter cette invitation pour partager leurs analyses et leurs réflexions respectives. En deux mots, les présenter, mais je pense que tout le monde les connaît. Ali Onaner, bon, ambassadeur de la République de Turquie, possède très certainement une particularité, c'est sa connaissance intime de la France. Bien sûr, sa maîtrise du français, il nous le prouvera encore tout à l'heure, ne manque pas d'impressionner et s'explique par sa vie personnelle, par son parcours personnel. Ancien lycéen du lycée Charles de Gaulle à Ankara, promotion de l'ENA 2002-2004, la promotion Senghor, au cours de laquelle il a croisé la route d'un certain Emmanuel Macron. Et puis, bien sûr, en tant que diplomate, il a été d'ores et déjà en poste à Paris avant d'être ambassadeur entre 2012 et 2016 comme premier conseiller, à certains moments comme chargé d'affaires. Et depuis lors, il a été directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, en 2017-2018, puis a été nommé ambassadeur en Tunisie avant de rejoindre son poste à Paris, ce qui a sûrement fait plaisir à nombre d'entre nous. Bernard Guetta, pour sa part, lui, a une très longue carrière de journaliste. Et Bernard Guetta, que je connais depuis maintenant bien longtemps aussi, c'est assez important pour le noter, c'est depuis fort longtemps spécialisé, consacré aux questions internationales, dont lui aussi a acquis une connaissance intime. Et d'autant qu'il a vécu
comme journaliste des moments charnières de l'histoire du continent européen, puisqu'il était correspondant en Pologne à la fin des années 70, début des années 80, période très importante pour la Pologne. Et je crois qu'il a été lauréat du prix Albert Londres en 81, justement, alors qu'il était correspondant en Pologne, qu'ensuite, à la charnière des années 80-90, il était en poste dans l'ex-Union soviétique, à un moment où des bouleversements majeurs étaient là, il en était un des témoins privilégiés. Et par ailleurs, après avoir quitté le monde, dans lequel il a été pendant plus de 10 ans, il a rejoint France Inter, où sûrement tout le monde l'a entendu, puisqu'il animait, il avait un éditorial géopolitique tous les jours sur la matinale de France Inter. Donc, Bernard a décidé depuis lors de consacrer ses compétences à une nouvelle séquence de sa vie, puisqu'il a été élu parlementaire européen en 2019, parlement auquel il siège dans le groupe Renew Europe. Et je pense que ses compétences sur les domaines de politique internationale sont utiles à ce groupe et au Parlement européen. Après ces quelques mots, monsieur l'ambassadeur, mon cher ami Ali Naner, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très flatteuse. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et je vais essayer de contribuer à la discussion avec quelques commentaires préliminaires et ensuite, j'imagine qu'il y aura plusieurs questions de votre part pour approfondir. C'est vrai que nous venons de traverser une période où, que ce soit dans les relations bilatérales entre la Turquie et la France ou les relations de la Turquie avec l'Union européenne, nous avons eu des tensions, mais je n'aime pas beaucoup ce mot, je préfère utiliser incompréhension, parce que la majorité des sujets sur lesquels nous nous sommes pas bien entendus, quand nous regardons avec un peu de recul aujourd'hui, on constate souvent que, en fait, nous n'avons pas réussi à bien nous comprendre. La Turquie, comme d'ailleurs ses partenaires européens et son allié français, a fait le choix d'essayer de dépasser ces difficultés et donc retrouver le niveau souhaité dans ces relations. Alors, je vais d'abord dire quelques mots sur les relations avec l'Union européenne, si vous voulez bien. Donc, on peut parler de schizophrénie, de cette difficulté d'imaginer aujourd'hui l'adhésion de la Turquie. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. On peut aller jusqu'aux années 80, où personne ne doutait de la future adhésion de la Turquie. On peut émettre l'hypothèse que la dissolution de l'Union soviétique et l'urgence d'accepter comme membre des ex-républiques soviétiques a poussé à privilégier un élargissement en 2004 où 12 nouveaux membres ont intégré l'Union et peut-être que ça a découragé les membres de l'Union européenne envers tout autre grand élargissement. Ensuite, il y a d'autres raisons qu'on peut apporter à ce scepticisme européen vis-à-vis d'une adhésion de la Turquie. Mais comme Didier l'a très bien dit, l'essentiel, et c'est presque un sujet de fierté pour nous, c'est que en Turquie, nous avons toujours aujourd'hui une majorité de citoyens turcs qui sont convaincus qu'une éventuelle future adhésion de la Turquie à l'Union européenne est bénéfique d'abord à l'Union européenne et puis bien sûr à la Turquie et aux Turcs aussi. Mais nous sommes convaincus qu'une adhésion éventuelle future de la Turquie reste quelque chose de souhaitable et qui est bénéfique à l'Union européenne. Malheureusement, aujourd'hui, les opinions publiques de nos partenaires européens n'ont pas
cette clarté d'esprit et ne peuvent pas arriver à ce même constat. Tant pis pour eux, disons. Mais cette difficulté de faire percevoir à nos partenaires européens qu'une adhésion de la Turquie est souhaitable ne nous empêche pas à progresser dans nos relations très rapprochées avec l'Union européenne. Parce que cela aboutisse à une future adhésion ou non, nous avons les relations les plus proches, que ce soit sur le plan économique ou sur d'autres plans, avec nos partenaires européens. Et nous avons intérêt mutuellement à préserver, à développer ces relations. On peut citer l'union douanière qui, au départ, en 1995-96, était beaucoup questionnée. Cela faisait peur aux industriels turcs. Aujourd'hui, personne ne doute du fait que cette union douanière est bénéfique à la Turquie et à l'Union européenne. Donc, c'est l'un des sujets sur lequel on peut avancer à court terme. Comme je le disais, notre réussite à pouvoir dépasser les incompréhensions que nous avons eues nous permet d'avancer sur ces sujets-là. Et nous espérons que le dialogue de haut niveau avec l'Union européenne continuera. Je reviendrai à l'une des difficultés à laquelle Didier a fait référence aussi dans nos relations avec l'Union européenne. Mais quelques mots sur nos relations avec notre allié français, nos relations bilatérales. La France a été peut-être le partenaire européen avec lequel nous avons eu le plus de difficultés ces 2 dernières années. Qui ont fait que nous avons eu ces incompréhensions avec notre allié français étaient liées à des conflits régionaux, la Syrie et la Libye. On cite parfois aussi la Méditerranée orientale, mais mon interprétation, c'est que les positions différentes qu'on a pu avoir en Méditerranée orientale étaient plus une conséquence des difficultés en Syrie et en Libye. Juste 2 mots en Syrie. Le fond du problème en Syrie, c'est que nous n'avions pas réussi à faire comprendre à nos alliés, les Américains en premier, qu'il était inacceptable pour la Turquie que nos alliés viennent coopérer à notre frontière avec les terroristes du PKK qui sont responsables de 40 000 morts en Turquie. Donc, ce n'est pas pour éviter un 2e Bataclan à Paris qu'un allié de la Turquie peut se permettre de venir coopérer à notre frontière avec le PKK qui est responsable de 40 000 morts en Turquie. Nous n'avons peut-être pas été justement aussi clairs que j'essaie d'être aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est pour ça que nous avons eu quelques incompréhensions sur le sujet syrien qui sont en grande partie dépassées aujourd'hui, même si notre allié français a toujours sa propre difficulté de gérer permettez-moi le terme, les Guantanamo syriens, où sont regroupés les Européens liés à Daesh, dont certains Français, que nos partenaires européens ne sont pas prêts à rapatrier chez eux à court terme. Et malheureusement, ces Guantanamo syriens sont confiés à l'organisation terroriste PKK, ce qui rend nos partenaires otages du PKK. Cela reste la difficulté en Syrie. Sur un ton plus optimiste, j'aime citer l'exemple de la Libye, où nous avions dans un premier temps des positions totalement opposées. Aujourd'hui,
nos intérêts sont totalement convergents. Nous avons strictement les mêmes priorités avec nos partenaires français, notre allié français en Libye. Et je pense que la Libye est l'exemple à citer pour traiter ces questions régionales avec de l'optimisme. Comme je l'ai dit, la Méditerranée orientale, selon moi, était une conséquence de ces questions. Et en Méditerranée orientale, et ça a aussi des liens avec les difficultés qu'on a eues au niveau européen, l'essentiel de la question, c'est que nous avons des différends avec notre voisin, notre allié grec. C'est un fait. Mais nous savons que ces différends, nous devons les traiter au niveau bilatéral, nous entendre éventuellement sur les sujets qui constituent ces différends ou les traiter à partir de mécanismes de droit international. Mais tout cela doit être discuté, négocié, décidé au niveau bilatéral. Et l'expérience de ces 2 années passées a pu montrer à nos partenaires français que les différends que nous avons bilatéralement avec la Grèce ne peuvent pas être résolus par une forme de pression exercée sur la Turquie sous prétexte de solidarité avec le partenaire au sein de l'Union européenne qui serait la Grèce. Maintenant que nos partenaires européens ont mieux constaté la nécessité pour la Grèce et la Turquie de traiter cette question bilatéralement, et en plus, ils ont constaté la volonté, l'engagement de la Turquie à continuer ce dialogue avec le voisin grec, j'estime que ces questions ne seront plus un obstacle au niveau européen et encore moins au niveau bilatéral avec notre allié français. Et là, je veux revenir au niveau européen encore une fois pour parler d'une difficulté très particulière qui reste toujours l'un des principaux obstacles et qui risque de continuer à être l'un des obstacles. Je parle de la question de Chypre. Alors, vous avez peut-être entendu jusqu'à aujourd'hui souvent des responsables turcs, des diplomates turcs, dire que l'Union européenne a fait une grande erreur en 2004 en acceptant nos amis chypriotes grecs comme membres de l'Union européenne. Moi, je vais plus loin dans cette considération. Je dis que l'adhésion des Chypriotes grecs en 2004 est bien sûr une erreur, mais en fait, ce n'est que la conséquence d'une plus grave erreur que l'Union européenne a faite la même année, sans même se rendre compte. Alors, sans entrer dans les détails, s'il y a des questions, je détaillerai ce point de vue. Mais en 2004, nous avions fait des efforts pour adopter le plan Annan qui aurait permis de réunifier l'île de Chypre. Et l'Union européenne avait cette bonne initiative de vouloir créer l'attractivité nécessaire avec la possibilité d'adhésion à l'Union européenne, d'inciter les 2 parties à accepter le plan Annan. Et le but était que les 2 parties, chypriotes, turcs et grecs, acceptent le plan Annan et qu'ils adhèrent à l'Union européenne. Mais au dernier moment, l'Union européenne a fait une erreur qui peut-être figurera dans les livres d'histoire d'ici quelques années comme l'erreur la plus monumentale que l'Union ait jamais faite. L'Union européenne a fait l'erreur suivante. Elle a dit, en étant induit en erreur par nos amis grecs et chypriotes grecs, elle a dit que finalement, l'adhésion ne devait pas être conditionnée au résultat des référendums sur le plan Annan au sud et au nord de l'île. Finalement, cela correspondait à dire à nos amis chypriotes grecs que s'ils votaient oui
au référendum, ils allaient partager leur île avec les Turcs et adhérer de cette façon-là, mais que s'ils votaient non, ils allaient quand même être admis dans l'Union comme s'ils étaient le responsable, le propriétaire de toute l'île. Donc l'Union européenne, sans se rendre compte, a massivement incité les Chypriotes grecs à voter non. Donc l'Union européenne est responsable et coupable du vote non des Chypriotes grecs au sujet du plan Annan. Et donc l'adhésion à moitié des Chypriotes grecs n'est qu'une conséquence de cette erreur. Voilà, donc si vous avez des questions ou des objections à cette présentation, elles sont les bienvenues, je répondrai en détail. Mais du coup, indépendamment même de la Turquie, l'Union européenne, notre plus grand partenaire, se retrouve aujourd'hui avec un demi-membre, les Chypriotes grecs, qui prétendent représenter toute l'île, qui sont prêts à bloquer n'importe quelle décision au sein de l'Union européenne dans le but d'atteindre leur monosujet qui est d'essayer de régler la question chypriote aux dépens de la Turquie. Et cela affecte beaucoup et continuera d'affecter et de créer des difficultés de plus en plus dans les relations que la Turquie a avec l'Union européenne. Sans encore plus m'attarder sur le détail de la question chypriote, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'union douanière. Aujourd'hui, nous sommes tous persuadés que l'union douanière, comme nous l'appliquons aujourd'hui, est bénéfique à l'Union européenne, à nos partenaires européens et à la Turquie. Nous faisons aussi le constat qu'il y a une nécessité de moderniser cette union douanière. Et quand nous discutons de cette possibilité de modernisation de l'union douanière, nos partenaires européens nous disent oui, mais les Chypriotes grecs posent telle et telle condition. C'est un non-sens. Aucune condition, aucun chantage chypriote grec ne sera accepté par la Turquie ou par les Chypriotes turcs sous prétexte d'avancer au sujet de l'union douanière. Donc, ce que nous proposons, ce que nous conseillons à nos partenaires européens, c'est de regarder cette question indépendamment de la Turquie et des Chypriotes grecs et d'essayer de voir si cette union douanière est à leur avantage. Est-ce que nos partenaires allemands considèrent que l'union douanière, si elle est modernisée, leur est bénéfique, que nos partenaires français étudient la question au niveau national en privilégiant uniquement leurs intérêts. S'ils arrivent au constat que la modernisation de l'Union européenne est dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, eh bien, au lieu de venir répéter les chantages chypriotes grecs à la Turquie, qu'ils aillent se retourner contre le demi-membre que sont les Chypriotes grecs pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas faire ce type de chantage qui, comme j'ai essayé de le résumer, serait d'abord contraire aux intérêts de la France, de l'Allemagne et des autres membres de l'Union européenne. Alors, ceci étant dit, que peut-on attendre de la présidence française, puisque c'est l'une des questions et une partie du sujet. Alors, la présidence française tombe à un moment assez particulier et je constate, j'observe que c'est aussi un challenge pour la France, avoir donc cette importante responsabilité à un moment où des élections présidentielles vont avoir lieu en France. Mais à ce stade, la France semble gérer ces deux agendas sans que l'un pose difficulté sur l'autre. Donc, il faut féliciter les responsables français pour la bonne gestion de ces deux agendas qui avancent en parallèle. Par rapport à la relation entre l'Union et la Turquie, dans les objectifs de la présidence française,
nous n'avons pas un sujet particulier directement lié à la Turquie, où la présidence française n'a pas d'ambition au sujet de l'élargissement, par exemple. Mais cela n'empêche pas la présidence française ou l'Union européenne pendant la présidence française d'avoir quelques pas qui permettraient à l'Union européenne et à la Turquie d'avancer dans le cadre de cet agenda positif que nous avons pu initier. Et on peut penser que jusqu'aux élections présidentielles, il serait peut-être difficile d'attendre de la présidence française qu'on ajoute un sujet lié à la Turquie à ce que la présidence française de l'Union européenne doit faire. Mais il me semble tout à fait envisageable, par exemple, que après les élections présidentielles en France, donc dans la deuxième moitié de la présidence française de l'Union européenne, on puisse franchir quelques pas, notamment pour lancer la modernisation de l'union douanière. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. J'estime personnellement que ça ne serait pas judicieux de demander aujourd'hui à nos partenaires français d'avancer concrètement sur ce sujet particulier, mais je pense qu'on pourra légitimement attendre un effort dans ce sens une fois les élections présidentielles réalisées, dépassées. Donc, c'est en résumé comme cela que je vois ce qu'on peut attendre de la présidence française de l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réflexions nettes et claires avec des perspectives qui ont été ouvertes. Alors Bernard, mais je te laisse la parole pour que tu nous partages tes réflexions et peut-être pour réagir aux propos de Monsieur l'ambassadeur. Bien, je viens d'écouter l'ambassadeur Nanner avec beaucoup d'attention en me disant deux choses. La première, c'est que en l'écoutant, je comprenais encore mieux pourquoi je défends l'idée d'une entrée de la Turquie dans l'Union européenne depuis si longtemps. Évidemment que l'ambassadeur est un Européen, comme je pense que la Turquie est européenne, et non pas asiatique ou martienne, elle est européenne. Évidemment, oserais-je dire, à condition que vous ne le répétiez pas, je compte sur vous. Combien sommes-nous? 110 sur les 110 participants à cette réunion. Je me disais que je me sentais culturellement, intellectuellement, historiquement, infiniment plus proche de cet homme que de beaucoup de diplomates d'autres pays déjà membres de l'Union européenne. Mais d'un autre côté, je me disais, mais mon Dieu, sur quelle planète vit cet ambassadeur? Il ne doit pas vivre en Europe, il ne doit pas vivre à Paris, car il ne se rend pas compte, et je le dis avec tristesse évidemment, de ce qu'est devenue l'image de la Turquie au Parlement européen. Alors je sais bien que le Parlement européen ne décide pas de tout, loin de là, bien loin de là. Mais c'est quand même une caisse de résonance très juste, en général, des opinions publiques européennes, des 27 opinions publiques européennes. Non seulement des 27 opinions publiques, mais souvent aussi des 27 gouvernements nationaux de l'Union européenne, et puis aussi, ajouterais-je, de la Commission et de l'ensemble des institutions européennes. Alors, je suis arrivé au Parlement il y a 2 ans et quelques mois, 2 ans et demi à peu près,
Et j'ai tout de suite constaté, sans en être d'ailleurs étonné, si ce n'est par l'ampleur du phénomène, j'ai tout de suite constaté que la Turquie était aujourd'hui l'un des pays qui avait la plus mauvaise presse au Parlement européen. La plus mauvaise presse au Parlement européen. Pour moi, c'est un crève-cœur. Pour moi, c'est un crève-cœur. Mais si je suis responsable dans mes responsabilités politiques, ben je dois tenir compte de cette réalité. L'Allemagne, qui a longtemps été désaccord ou pas avec le président Erdogan, le grand défenseur, le plus grand défenseur de la Turquie au sein de l'Union européenne, eh bien, ces députés, de quelques groupes qu'ils soient, conservateurs, verts, sociodémocrates, tout ce que vous voulez, sont aujourd'hui vent debout, non pas contre la Turquie, mais contre le régime turc et le président Erdogan. Les Français, c'est la même chose. Alors qu'il y a une communauté culturelle entre la France et la Turquie qui est absolument fondamentale. Nous sommes deux pays, bon, allez, je vais le dire, on me traitera peut-être de mégalomane français, mais enfin bon, nous sommes deux pays visionnaires qui avons une vision pas toujours commune, mais en tout cas une vision mondiale des problèmes. Nous avons une histoire commune qui est extrêmement profonde et qui nous marque très profondément. La Turquie compte dans l'opinion française, de même que la France compte dans l'opinion turque. C'est absolument évident, beaucoup plus, je le crois, que l'Allemagne ne compte, malgré l'importance des relations économiques et l'importance naturellement de la communauté turque ou d'origine turque en Allemagne. Eh bien, même parmi les Français, je dois être l'un des rares à m'accrocher à ma volonté intacte, mais tellement fragilisée, de voir un jour la Turquie entrer dans l'Union européenne. Alors pourquoi cette évolution? Bien, écoutez, c'est très simple. Il y a de bonnes raisons et des raisons inavouables que je vais avouer. Les bonnes raisons, c'est que la Turquie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, non seulement avec une démocratie, mais avec un pays marchant vers la démocratie. La Turquie, au début de ce siècle, au début des mandats du président Erdogan, ou de monsieur Erdogan au début, la Turquie marchait, je l'écrivais, je voulais le croire, et je crois que je le croyais à juste titre, marchait vers une évolution démocratique extraordinairement profonde. C'en est fini, c'en est totalement fini. Et un pays qui compte aujourd'hui autant de détenus politiques, qui bafoue à ce point la liberté d'expression et la liberté de la presse, ne peut plus prétendre à rejoindre l'Union européenne, car l'Union européenne a des principes sur lesquels elle fonde les possibilités ou les impossibilités d'adhésion. Et puis s'ajoute à cela, cela est beaucoup moins avouable, mais je vous l'ai dit, je vais l'avouer, évidemment, l'idée, pour beaucoup de gens, qu'il ne faut surtout pas, mon Dieu, quelle horreur, laisser un pays musulman à 95 ou 19%, je ne sais pas combien, enfin, si majoritairement musulman, rejoindre l'Union européenne parce que...
Je ne sais pas, est-ce que vous me récupérez? Oui. Oui, tout à fait, on vous entend, monsieur Ah Guérin. bon, d'accord. Parce qu'on ne peut surtout pas laisser tant de dizaines de millions de musulmans rejoindre l'Union européenne, puisqu'il y aurait, pardonnez-moi, évidemment, une incompatibilité fondamentale entre l'islam et la démocratie. Enfin, vous connaissez cette abominable chanson que je n'ai pas envie de répéter ici. Alors, si l'on additionne le rejet d'un régime qui n'est plus du tout marchant vers la démocratie, mais marchant vers la dictature, et le rejet dans un tout autre secteur de l'opinion européenne, le rejet de l'islam, eh bien, nous arrivons à une situation dans laquelle la perspective d'une adhésion de l'Union, de la Turquie à l'Union européenne, ben, tout simplement, est devenue une utopie, est devenue une impossibilité. Quand on se promène, quand on va d'une commission à l'autre, d'une réunion à l'autre au Parlement européen, mais tout simplement l'idée d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'est aujourd'hui absolument plus sur la table. Il faut comprendre cette réalité. Il faut comprendre cette réalité. Alors, je veux bien que l'on espère, je l'espérerai moi aussi, une réforme de l'accord douanier, un approfondissement des échanges économiques, etc. Mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse. Pour ma part, je le déplore. Mais c'est un fait. Est-ce que ça signifie que tout soit perdu? Étant de nature optimiste, je dirais que non. Tout n'est pas perdu. Tout est entre parenthèses. Peut-être pour longtemps, mais entre parenthèses seulement. Je pense que la Turquie, l'ambassadeur le rappelait à très juste titre, que la Turquie reste profondément, évidemment, européenne, mais aspirant à rejoindre l'Union européenne. Ce sont deux choses différentes, naturellement. Mais en l'occurrence, les deux choses s'additionnent en Turquie. Et que du côté européen, il y a malgré tout, chez les plus éclairés des dirigeants européens et des responsables de l'Union européenne, je disais dirigeants européens nationaux et responsables de l'Union européenne, comme quoi? Comme unité. Je n'ose pas dire fédération. Bon, comme unité, il y a évidemment et heureusement l'idée que la Turquie est évidemment un pays européen qui a évidemment vocation à rejoindre l'Union européenne parce que ce serait la logique culturelle et historique et parce que ce serait autant l'intérêt de la Turquie que de l'Union européenne et de ses 27 États membres. Alors, comment est-ce que ça pourra se faire? Alors, je vais dire des choses qui ne sont pas du tout, qui ne seraient pas du tout admissibles si j'étais diplomate, mais je ne suis pas diplomate, je suis député et de profession journaliste. Les choses reprendront le jour où la Turquie aura un autre président. Il faut dire les choses brutalement, comme elles sont. Parce que l'image de M. Erdogan, à tort ou à raison, je ne veux même pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas l'objet, mais soyons pragmatiques, voyons les réalités. L'image de M. Erdogan est aujourd'hui tellement épouvantable dans tous les pays de l'Union européenne, et ne parlons pas du Parlement européen, que tout progrès dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie passe par un changement à la tête de l'État
turc. C'est le premier point. Le deuxième point, il n'est pas turc, il est européen. Turquie ou pas Turquie, l'Union européenne, aujourd'hui, ne veut plus ses opinions publiques, comme ses gouvernements, même si les gouvernements le disent moins fort que les opinions publiques, mais en vérité, c'est la même chose, ne veulent plus de nouveaux élargissements. Et ne veulent plus de nouveaux élargissements, quels qu'ils soient. Ce n'est pas seulement la Turquie, j'insiste, quels qu'ils soient. Et cela pour d'excellentes raisons auxquelles j'adhère. C'est parce que les institutions actuelles de l'Union européenne ne nous permettent pas de nous élargir plus que nous ne l'avons déjà fait, et sans doute que nous ne l'avons déjà trop fait. Trop fait, je veux dire, sans avoir modifié nos institutions. Et donc, le deuxième pas à franchir pour repartir, comme je le souhaite, et comme je le souhaite ardemment, pour repartir sur un meilleur pied dans nos relations, dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie, ce sera aussi, et ce sera tout aussi important, peut-être même plus important, enfin tout aussi important. En tout cas, l'un n'ira pas sans l'autre, une évolution, une transformation des institutions européennes et la possibilité que des pays rejoignent l'Union sans rejoindre immédiatement le cœur politique de l'Union européenne. Car, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, car il me semble absolument fondamental, l'Union européenne est entrée, vous ne le lisez pas, on ne le lit pas dans tous les journaux tous les matins, mais c'est néanmoins la réalité, est entrée depuis, grosso modo, l'élection de Donald Trump. Je n'entrerai pas dans le détail. Grosso modo, depuis l'élection de Donald Trump, dans le troisième moment de l'histoire de la construction de son unité. Il y a eu le marché commun devenu marché unique, il y a eu la monnaie unique, il y a maintenant le début, en vérité assez spectaculaire quand on y regarde de près, de construction d'une union politique. Et construction d'une union politique autour de quelques idées aussi fondamentales que la défense commune, une défense européenne, que l'autonomie stratégique, que l'affirmation de grands géants industriels dans les industries du futur, que les investissements communs dans la recherche et ces mêmes industries du futur, et que, tenons-nous bien, des emprunts communs pour financer non pas du tout les dettes, mais les investissements communs dans le futur. L'Union est en train de changer de pied. Pour moi, je le disais avant le début de notre réunion, dans une conversation, peut-être même un bavardage entre amis avant 18h30, l'image du président Poutine discutant avec le président en exercice du Conseil des ministres de l'Union européenne, Emmanuel Macron, de la crise ukrainienne et des possibilités de recréer une stabilité sur le continent européen était tout à fait étonnante et véritablement frappante, en ce sens que dans la crise européenne la plus grave depuis la crise de Berlin, Kennedy, ich bin ein Berliner, le pont aérien, etc., eh bien, ce n'est pas le président des États-Unis qui discute avec le président de la Russie, c'est le président en exercice pour 6 mois, mais néanmoins le président de l'Union européenne. Il y a une affirmation d'une union politique et il est évident que les prochains élargissements, car il y en aura, et je ne doute pas, je le souhaite ardemment, ça c'est évident, mais je ne doute pas non plus qu'il y aura
cet élargissement à la Turquie, cette entrée de la Turquie dans l'Union européenne, que j'aime appeler aussi l'entrée de l'Union européenne en Turquie, c'est un mouvement réciproque, et il faut qu'il le soit, réciproque. Cela se fera, mais ça se fera désormais par étapes, car il y aura une union politique et il y aura une Union européenne, il y aura une union politique au sein de l'Union européenne. Alors, résumons le propos. Il n'y a aucune raison de désespérer. Nous ne devons pas désespérer, car la cause de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est absolument fondamentale pour la stabilité internationale, pour la Turquie, pour l'Union européenne, pour la logique historique et culturelle, mais nous devons savoir que ce n'est pas pour maintenant, que ce sera difficile et qu'il y a au moins 2 étapes difficiles et longues à franchir avant de pouvoir reprendre cette marche vers un objectif si totalement et absolument souhaitable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons eu 2 interventions qui ont le grand mérite, et on les en remercie, d'avoir une grande clarté, avec des points de vue différents, mais qu'il faut entendre. Alors, peut-être Ali Onaner veut-il réagir, mais s'il le veut tout de suite, avant de passer aux questions, qu'il le fasse, s'il vous plaît, rapidement, brièvement, parce que j'aimerais qu'il y ait ensuite, et je laisserai la parole à Françoise Damenon, des questions qui nous sont d'ores et déjà parvenues, auxquelles l'un et l'autre vous répondrez, et vous pourrez d'ailleurs préciser tel ou tel aspect de votre réflexion. Et puis après cette très brève réponse de Ali Onaner, j'ai vu que Jean-Yves Lecomte, le sénateur Lecomte, voulait la parole. Et Jean-Yves, pareil, je voudrais que tu le fasses de façon extrêmement brève, de façon à ce que nous respections les règles du débat via le chat. Ali, voulez-vous répondre brièvement à Bernard Guetta? J'imagine que oui. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Je remercie M. Guetta pour tous ces commentaires. Donc, qu'il n'y a aucune ambiguïté. Nous n'avons pas de naïveté face à une attente d'une éventuelle adhésion dans un futur proche. Nous faisons le constat que les opinions publiques de nos partenaires européens ne sont pas prêts à cette idée-là. D'ailleurs, je ne vois pas à moyen terme à quand cela peut évoluer. Et à ce titre, je veux émettre quelques doutes par rapport à cette attente que un changement de dirigeant en Turquie puisse avoir un effet là-dessus. Je note les critiques, les commentaires de M. Guetta sur tel ou tel dirigeant en Turquie. Je respecte ses positions, sauf peut-être l'absurdité selon laquelle la Turquie serait en train de marcher vers une dictature, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne défend pas du fond de son cœur. Donc, je peux excuser cette expression. Mais attendre de la Turquie qu'il y ait un changement de dirigeant pour prétendre ensuite soutenir son adhésion serait une forme de tentative d'ingérence à ce que les Turcs devraient élire ou pas élire comme dirigeants. On peut faire beaucoup de critiques à la Turquie et la Turquie est consciente du besoin d'évoluer sur beaucoup de domaines
beaucoup de domaines qui auraient pu avancer beaucoup plus rapidement si nos partenaires européens avaient pu ouvrir les négociations dans le chapitre 23, dans le chapitre 24, si je ne me trompe pas, où les questions d'état de droit, les questions de droits de l'homme auraient pu être négociées et la Turquie était donc engagée à adopter l'acquis de l'Union européenne sur ces sujets-là. Nos partenaires européens n'ont pas été à la hauteur sur ces questions-là. Donc, les critiques sur ces mêmes questions sont peut-être pour cette raison un peu moins audibles en Turquie. Mais malgré les difficultés, les challenges qu'a la Turquie, beaucoup de points sur lesquels nous avons besoin de faire des réformes, d'améliorer les conditions. La critique qu'on peut difficilement faire à la Turquie, c'est de n'avoir pas respecté les conditions de démocratie au moment des élections. On a fait toutes sortes de critiques à la Turquie, que ce soit de l'Union européenne ou d'autres observateurs, mais personne n'a osé critiquer la Turquie de bourrage d'urnes. Donc, quelles que soient nos préférences, quels que soient nos souhaits, que ce soit pour les citoyens turcs ou pour les experts, comme les hommes politiques comme M. Guetta, qui aiment la Turquie, qui suivent la Turquie de près, quelles que soient les préférences, le plus judicieux serait de faire pleine confiance aux citoyens turcs, aux électeurs turcs, tout en sachant que depuis des dizaines d'années, toutes les élections réalisées en Turquie ont été respectueuses des normes européennes et nous n'avons aucune raison de ne pas faire confiance à ces élections. Donc, je trouve, et je me permets de le répéter, maladroit d'oser dire que la Turquie marcherait vers une dictature. Mais à part cela, je remercie M. Guetta pour ses commentaires. Jean-Yves Lecomte. Oui, merci Didier et merci. Deux mots. Hein. L'ambassadeur et M. Guetta, oui, je trouve qu'en fait, vos deux interventions n'étaient pas contradictoires, elles étaient très complémentaires compte tenu de vos positions respectives. Mais malgré tout, si j'ai demandé à pouvoir intervenir, c'est parce que finalement, sur je voudrais quand même, Bernard Guetta était finalement assez optimiste sur certains points et je voudrais quand même mettre quelques bémols sur le sujet de l'union politique actuelle dans l'Union européenne. Bon, il y a quand même de vrais sujets sur le droit européen, sur la primauté du droit européen par rapport aux identités constitutionnelles qui aujourd'hui minent la construction européenne et sa progression. Donc, je ne suis pas sûr qu'on peut être si optimiste que ça, de la même manière que lorsque vous parlez d'élargissement en disant finalement on n'en veut plus, les Français n'en veulent plus. On ne peut rien attendre de la présidence française de l'Union européenne, et on l'a bien compris au moment du discours du président Macron au niveau du Parlement européen. Mais l'Allemagne, par exemple, va continuer à vouloir utiliser l'élargissement comme un levier pour rapprocher les pays candidats de l'Union européenne. Et d'une certaine manière, je pense que cette vision très française de considérer qu'on doit approfondir ou élargir, finalement, elle est d'abord très française. En général, on fait les deux ou on fait rien, suivant l'esprit européen qu'on a. Donc, je crois que c'est quand même, de ce point de vue-là, un point de vue assez français. Et sur ce que vous indiquez sur je crois qu'on aurait quand même compte tenu de la situation aujourd'hui en Turquie sur la question des réfugiés et de ce qu'attendent les Européens de la Turquie sur ce sujet, je ne suis pas sûr qu'un changement politique en Turquie améliorerait la relation bilatérale. Donc, il ne faut pas attendre d'un changement de majorité en Turquie le point miracle qui permettrait de changer la donne. C'est beaucoup plus compliqué et l'Union européenne aura aussi des choses à faire. Et je dirais aussi que dans un processus d'adhésion à l'Union, en fait, il y a un pays qui est candidat à l'Union européenne,
mais en fait, il faut aussi que tous les pays européens soient candidats à ce pays, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'aller ensemble. Et ça, effectivement, aujourd'hui, on n'y est pas, et c'est un travail de longue haleine. Mais pour qu'il n'y ait pas plus de divergences, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels il faut absolument qu'on travaille maintenant. Je pense en particulier à la manière dont la Turquie devra s'intégrer aux objectifs écologiques et en particulier au Fit for 55 européen. On ne peut pas avoir des objectifs aussi ambitieux en matière écologique en Europe et ne pas discuter des outils qui devraient permettre à un pays comme la Turquie, mais aussi aux autres pays candidats, de pouvoir aller avec nous vers ces objectifs. Surtout que le mécanisme d'ajustement carbone posera des problèmes à notre relation. Et je crois que sur ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, sur Chypre, il y a quand même des sujets sur lesquels il faudra que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin si on veut avancer sur la question des visas. Chypre n'est pas un demi-membre, quelles que soient les turpitudes précédentes. Et par conséquent, si on veut aller plus loin, par exemple sur la question des visas, il faudra bien qu'il y ait des échanges judiciaires entre l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne et la Turquie. Et je crois que sur ces sujets, on peut quand même avancer plus vite, de manière à peut-être redonner envie de Turquie aux pays européens. Merci Jean-Yves. J'aurais dû préciser que Jean-Yves Lecomte est sénateur, représentant des Français de l'étranger et au groupe socialiste du Sénat, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ils ne doivent pas être très nombreux. Alors, François, je vais te laisser la parole, parce que c'est toi qui seras notre grande organisatrice des questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup et ça permettra à nos intervenants de pouvoir préciser tel ou tel aspect de leur réflexion. Merci Didier. Alors, on a quelques commentaires, mais on n'a pas beaucoup de questions, si ce n'est des questions concernant la question justement de démocratie et notamment Denise Akagül qui résume: ne serait-il pas préférable de dissocier la question de l'adhésion de la Turquie et la question démocratique, en faisant mention du fait que cette question pollue le débat et lorsque les Turcs observent ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, par exemple. Qu'en pensent les intervenants? Ben je ne sais pas, qu'en pense l'ambassadeur. Je ne sais pas qui doit intervenir. Si vous me laissez la première parole, merci pour cette question, ce commentaire. Je ne vois pas la nécessité de dissocier ces choses-là. La Turquie se veut européenne, la Turquie veut contribuer, si l'Union y est prête, veut contribuer à l'Union européenne, et la Turquie pense pouvoir contribuer à l'Union européenne en partageant toutes ses valeurs. La Turquie, sans même penser à l'adhésion à l'Union européenne, est déjà membre fondateur du Conseil de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas voir l'Europe, le continent européen, seulement à travers la vision Union européenne. L'Union européenne, au final, c'est une organisation internationale dans ce continent. C'est une organisation, il faut le dire, en perte d'attractivité, en difficulté, notamment à cause du Brexit. Ce n'est pas pour autant que nous avons perdu l'intérêt de contribuer à cette union, mais avant d'arriver à l'Union européenne, la Turquie est membre fondateur du Conseil de l'Europe et défend le respect des principes du Conseil de l'Europe. La Turquie applique la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Turquie s'oppose à l'instrumentalisation politique de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Je pourrais entrer plus en détail s'il y a des questions sur ce sujet-là. Mais pour revenir à la question, la Turquie estime pouvoir contribuer à l'Union européenne en partageant totalement
les objectifs par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'état de droit, par rapport à la démocratie. Comme aucun des membres de l'Union européenne est parfaite sur ces sujets-là, la Turquie n'a pas la prétention d'être parfaite. Mais la Turquie a l'ambition, a la volonté, a l'engagement d'être respectueux de ces principes primordiaux à égalité avec ses autres partenaires européens. Donc, comme beaucoup d'autres de nos partenaires, nous avons des difficultés, nous avons des manquements, mais l'essentiel, c'est que nous avons cet engagement total de privilégier ces principes. Donc, pour revenir à la question, aucun besoin de dissocier le processus d'adhésion des sujets de démocratisation ou d'état de droit. J'apprécie beaucoup que l'ambassadeur repousse l'idée de dissocier la question du respect des libertés et des droits de l'homme et de l'adhésion. Je pense que c'est à son honneur et donc à l'honneur du représentant de la Turquie en France. Cela étant, permettez-moi, après cet hommage, qui est absolument sincère, de mettre quelques bémols. Les bémols sont les suivants. Il y a deux pays, peut-être plus de deux pays d'ailleurs, mais enfin en tout cas deux pays qui évidemment aujourd'hui au sein de l'Union européenne ne respectent pas, en tout cas autant qu'ils le devraient, c'est-à-dire pleinement, les principes de l'état de droit et du respect des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée dès sa fondation par l'Organisation des Nations Unies. Mais malheureusement, dans aucun de ces deux pays, contre les gouvernements desquels je suis extrêmement critique, et pour ne pas les nommer la Pologne et la Hongrie, il n'y a un seul prisonnier politique. Il y a des atteintes scandaleuses, inadmissibles à la liberté de la presse. Il y a des atteintes absolument scandaleuses à l'indépendance de la justice, pas seulement en Pologne, on en parle à propos de la Pologne particulièrement, mais aussi en Hongrie. Il y a une atteinte aux libertés académiques qui est absolument épouvantable et organisée en Hongrie, mais il n'y a pas autant de prisonniers politiques qu'il y en a en Turquie. Il y a aujourd'hui, je ne veux pas me lancer dans une querelle de chiffres et donc je ne citerai aucun chiffre, mais il y a un nombre totalement insupportable de prisonniers politiques en Turquie. Et je reçois régulièrement parce que, bon, je suis, pardon de cette immodestie, mais relativement connu dans le milieu politique turc comme un ami de votre pays. Donc, je reçois régulièrement des parlementaires turcs, des hommes politiques turcs, etc., qui demandent à me voir au Parlement. Et je leur dis, mais écoutez, je suis désolé. Enfin, ces personnes qui sont emprisonnées sous l'accusation de terrorisme, j'en connais vraiment beaucoup, personnellement. Certains d'entre eux sont des amis extrêmement proches et très chers à mon cœur. Et ne me dites pas, et là je me fâche, et là je tape sur la table, ne me dites pas que ce sont des terroristes. Ne me dites pas cela parce que ça, je ne peux pas l'admettre. Parce que je connais ces hommes personnellement. Alors là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème que l'on ne pourra pas contourner, et pardonnez-moi de le dire, que l'on ne doit pas contourner. Et comme député européen, je fais entendre ma voix pour que ce problème ne soit pas contourné. Maintenant, si vous me le permettez,
je voudrais revenir sur une autre remarque faite par mon presque collègue sénateur national, mais enfin bon, c'est un collègue, c'est un élu du peuple comme moi, me disant, cher Bernard, vous êtes trop optimiste sur l'entrée, sur le démarrage d'un troisième moment de la construction de l'unité européenne, l'union politique. Eh bien, écoutez, non. C'est un grand débat. Ce n'est pas exactement notre débat de ce soir, mais quand même, enfin, c'est assez lié. Enfin, on ne peut pas l'ignorer. Non, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il y a des choses qui bougent considérablement dans l'Union européenne. Et je vais vous en donner un seul exemple qui est particulièrement frappant. Il n'y a plus aujourd'hui un seul pays membre de l'Union européenne qui s'oppose à l'idée d'une défense commune de l'Union européenne. Il y a encore une toute petite poignée d'années, cette idée était défendue par la France, je veux dire par la France toute seule. Et beaucoup de nos partenaires disaient « Ah ben oui, mais vous savez, ces Français, ils sont génétiquement anti-américains, ils ne veulent pas de l'OTAN, et puis ils sont un peu mégalomanes, vous savez bien, ils n'ont jamais supporté que les Américains prennent la place de la France comme lumière de la liberté dans le monde, etc. etc. » Eh bien, aujourd'hui, parce que tous les pays membres de l'Union européenne ont compris maintenant clairement que le parapluie américain était au minimum percé, si ce n'est refermé, eh bien, tous les pays membres de l'Union européenne, sans exception, y compris ceux qui étaient hier ou même aujourd'hui les plus atlantistes, ne contestent la nécessité d'une défense commune de l'Union européenne. Or, dès lors que l'on accepte cette nécessité à mes yeux en tout cas, cette nécessité d'une défense commune, eh bien, on accepte les industries d'armement pan-européennes, on accepte la recherche commune, on accepte les emprunts communs pour les investissements communs, on accepte la définition qui est en cours d'une politique étrangère commune de l'Union européenne, on accepte en un mot l'affirmation, le début de l'affirmation. Ça sera compliqué, ce sera difficile, ce sera long, aussi long et compliqué que l'avait été le marché commun et la monnaie unique, mais c'est temps. Ça a commencé. On accepte la construction d'une union politique. Voilà, mon cher collègue sénateur. J'aimerais vous croire. Croyez-moi. Merci. Est-ce que je peux dire juste une phrase pour une brève réponse constructive à M. Guetta? Donc, vous allez être, je pense, très satisfait de ma réponse parce que, effectivement, je ne vous dirai pas qu'il s'agit de terroristes parce que ce n'est pas à moi de le dire. C'est seulement la justice, une fois qu'ils seront jugés, et si les accusations énumérées sont avérées, qui pourra le dire. En attendant, ces personnes-là, auxquelles je comprends que vous faites référence, sont présumées innocents, comme dans chaque autre pays européen qui respecte la Convention des droits de l'homme adoptée à Strasbourg. Alors, là où la Turquie a un gros défi, a un gros manquement, à laquelle nous devons trouver une solution, c'est la longueur de la procédure. C'est le fait que les jugements prennent excessivement beaucoup de temps. Donc, si une personne que vous connaissez ou pas est jugée, est accusée de choses graves, idéalement, on souhaiterait qu'elle puisse être jugée en 6 mois, qu'elle soit acquittée si effectivement, comme vous le pressentez, cette personne n'est pas responsable des accusations graves qui sont portées, ou peut-être pour des délits qu'ils auraient commis sans que vous le remarquiez, s'ils sont reconnus coupables, qu'ils purgent leur peine. Mais il serait tellement mieux pour la Turquie
pour ces individus que cela puisse se faire rapidement, qu'on puisse les juger rapidement. C'est le plus grand challenge de la Turquie. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours aujourd'hui des difficultés à mieux garantir les libertés individuelles, mais cela se limite à ça. Il n'y a aucune tentative, aucune volonté en Turquie de faire des prisonniers politiques, comme on aime dire romantiquement parfois. Mais autant cette accusation est injustifiée, autant la Turquie ne peut pas continuer à perdre autant de temps à juger les individus parce que cela nous empêche de respecter comme il faut les droits individuels. C'est le résumé de la situation. Que le ciel vous entende, je veux dire par là que le président Erdogan vous entende. Nous y travaillons, c'est l'une des pas. priorités du ministère de la Justice en Turquie. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Bon. Merci, monsieur l'ambassadeur. Peut-être une ou deux questions complémentaires avant de terminer notre conférence. Je ne sais pas, Didier, ça va? Oui? Alors, on a une question un petit peu dans la ligne de ce que vous venez d'aborder. Une question pour monsieur l'ambassadeur. En s'opposant à la procédure d'infraction engagée par les COE contre la Turquie dans l'affaire Kavala, la Turquie ne risque-t-elle pas d'endommager sa crédibilité auprès de ses partenaires européens? Très bonne question, merci beaucoup. C'est utile de traiter ce sujet important et sensible. La Cour européenne des droits de l'homme a effectivement pris une décision au sujet du jugement qui concerne M. Kavala. C'est un procès qui date d'il y a quelques années. Je n'ai malheureusement pas la date en tête, mais disons qui date de plus de 4 ans. Un procès qui était en cours, que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, et elle a pris une décision incitant la Turquie, invitant la Turquie à mettre fin à la détention provisoire. Entre-temps, M. Kavala a été acquitté de ce procès. Il a été acquitté. Donc, il n'est plus en détention provisoire par rapport à ce procès pour lequel la Cour européenne des droits de l'homme a pris une décision. Ensuite, M. Kavala avait d'autres accusations contre lui, et contrairement à ce que certains ont pu insinuer, ces accusations ne sont pas arrivées après qu'il soit acquitté. D'autres accusations pour qu'il soit jugé dans un autre procès étaient déjà en cours, mais une décision de détention provisoire n'avait pas été prise parce qu'il était déjà en détention provisoire pour un autre procès. Et c'est pour un deuxième procès que les tribunaux en Turquie ont jugé nécessaire d'utiliser la détention provisoire. Procès pour lequel la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas encore pris de décision. Et c'est à cela que je faisais référence, alors que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas encore pris une quelconque décision par rapport au procès en cours de M. Kavala. Le comité des ministres, instance politique du Conseil de l'Europe, a fait l'erreur politique de prendre action contre la Turquie, de demander à la Cour européenne des droits de l'homme, de vérifier si la Turquie a bien appliqué la décision de cette Cour. Eh bien, ça sera, je pense, dans les semaines, dans les mois à venir, une humiliation pour ce mécanisme politique du Conseil de l'Europe, parce que la Cour européenne des droits de l'homme va pouvoir résumer de manière plus formelle ce que j'ai tenté d'expliquer aujourd'hui. Donc,
la décision de la Cour européenne des droits de l'homme était qu'il soit mis fin à la détention provisoire de M. Kavala, et M. Kavala est déjà acquitté de ce procès. Donc, c'est le résumé très technique de la situation. Ceci étant dit, je répète ce que j'ai dit par rapport au sujet précédent. La meilleure solution, c'est qu'on puisse juger M. Kavala rapidement, et si les tribunaux arrivent à la conclusion qu'il y a des preuves qui confirment sa culpabilité, qu'il purge sa peine en conformité avec les lois turques qui sont par définition conformes avec les normes européennes. Donc, notre souhait à tous doit être que son jugement soit terminé le plus rapidement possible pour qu'il soit acquitté s'il n'est pas jugé coupable et pour qu'il purge sa peine comme toute personne coupable si la Cour arrive à la conclusion qu'il est coupable. Bien. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je passe la parole à Didier. Je pense qu'il est 20h. Marc, il va être temps de conclure. Il y a beaucoup d'autres questions. Didier, je ne sais pas ce que tu en penses. Il est déjà 20h et nous avons malheureusement bien profité de nos intervenants. Tu voulais dire un mot, Didier, en conclusion, ou veux-tu que je... Écoute, oui, moi je tiens tout d'abord, vraiment, ça vient du fond du cœur, à remercier nos deux intervenants. Le débat a montré des divergences réelles, profondes, vives parfois, mais grâce à cette réunion, ça s'est fait dans le respect les uns des autres, et je pense que ça, c'est essentiel. Nous n'arriverons pas entre nous, mais nous sommes plutôt des amis de la Turquie ici. Mais d'une façon plus générale, nous n'arriverons pas à progresser sur ces dossiers compliqués par des oukases, par des paroles révélées et puis par des raisonnements binaires en noir et blanc. Ça ne fonctionnera pas, et je pense que ce soir, eh bien, ce débat a permis de dégager des points de vue. Ils sont contradictoires, mais ça, c'est la vie démocratique qui est ainsi. Vous êtes... Ali Onaner et Bernard Guetta, et je n'oublie pas Jean-Yves Lecomte, des hommes de conviction, et c'est ça qui est essentiel, parce que je pense que grâce à des convictions bien ancrées, y compris contradictoires, alors par le dialogue, on parvient toujours à se projeter dans l'avenir. Moi, j'aurais 1000 choses à vous demander, à discuter, à échanger, mais nous aurons d'autres occasions, j'en suis intimement persuadé, et honnêtement, je pense que au niveau du comité France-Turquie, bien, nous avons apporté notre pierre, petite pierre, à l'édifice de ce nécessaire dialogue, parfois vif, encore une fois, mais ça, ce n'est pas grave, encore une fois, dans le sens où il est respectueux, et vous nous en avez donné la preuve ce soir. Un grand merci à vous deux pour ces raisons. Merci Didier. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre franchise. Monsieur Guetta, merci également pour votre sincérité. Et comme le disait Didier, c'était un sujet qui passionne énormément. C'est l'histoire entre la Turquie et l'Europe date de 1963. C'est le premier accord. Donc, ce sera 60 ans. Imaginez un peu l'année prochaine, 60 ans. Et voilà. Et moi, quand j'étais enfant en Turquie, l'Europe, le drapeau bleu étoilé, c'était une belle perspective. Ce sont des valeurs, je pense, celles qu'incarne l'Europe, c'est l'idéal européen. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ces valeurs. Et voilà, j'espère que le débat de ce soir a un peu rapproché les choses, du moins la discussion directe a été efficace. Et je voudrais aussi citer ce soir, ça m'a fait penser un peu entre la folie et la sagesse. Et quand on parle de ces deux mots, évidemment, la première personne qui nous vient à l'esprit, c'est sans doute le premier Européen au XVe siècle. Je parle d'Erasme.
Et Erasme disait quelque chose d'intéressant. Alors, je vais vous le lire parce que c'est toujours très intelligent ce qu'il dit dans l'éloge de la folie. Il dit « C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. » Et donc, à partir de là, écoutez-nous, humblement, société civile, on vous encourage à être fou ou à être sage, mais à se rapprocher parce que l'amitié franco-turque ou turco-européenne nous est chère. Merci en tout cas énormément de votre participation, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur Guetta. Merci, cher Didier. Merci, Monsieur le sénateur. Merci à vous tous et on espère vous retrouver très, très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci de votre invitation. Merci. Merci. Yak Shamla. Yak Yak Shamla. Shamal, bonsoir. 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 Yak Shamal. Bonne soirée, merci. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir, au revoir.